Voilà, bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque que je trouve vraiment stimulant. Personnellement, je viens plutôt de l'anthropologie des corps et en fait, je travaille plutôt sur un jeu que je ne travaille sur le jeu dans la mesure où j'envisage en fait mon sujet de recherche par rapport à des problématiques qui sont plus liées à la ville et à l'espace. Et donc je pense que ça va se sentir aussi forcément dans cette présentation. Mais donc je suis vraiment, c'est très stimulant d'apprendre, j'ai vraiment appris beaucoup là depuis ce matin et noté beaucoup de choses. Donc le titre de ma présentation c'est Entre je fly et je légite, définition et construction de la bonne expérience chez les joueurs de Pokémon Go. C'est un titre que j'ai trouvé un peu en catastrophe et qui, après quelques mois, m'est apparu un peu prétentieux. Parce que voilà, ma recherche est actuellement en cours, d'une part, et d'autre part, on peut se poser la question si on peut vraiment définir la bonne expérience de jeu. Enfin, on a vu aujourd'hui qu'il y avait quand même un certain nombre de jeux possibles et même d'éventuels non-jeux. Et donc voilà, je vais terminer sur quelque chose d'un peu moins affirmatif que le laisse suggérer le titre. Je vais néanmoins essayer de montrer dans quels termes en fait, la situation va s'engager dans ce dialogue justement entre je fly et je légite, qui sont deux façons de jouer qui peuvent prendre une importance dans le cadre d'une discussion sur le jeu, comme celle que je vais un peu restituer comme matériel de terrain dans cette présentation, mais qui se loge aussi dans l'expérience des joueurs un peu au quotidien. Je vais donc dans cette présentation me baser sur une situation. C'est une discussion qui a eu lieu sur Facebook à propos de la participation de joueurs Fly lors de raids Pokémon. Donc je parle de Pokémon Go, oui. Et je vais montrer en fait dans cette discussion comment, quand on regarde comment les arguments sont convoqués, on va avoir aussi, comme un peu dans un effet de miroir, dans ses propos sur la triche, quelque chose qui est dit du sens et de l'expérience de jeu en fait, qui est faite par les joueurs. Trois petits préalables en fait, avant de rentrer justement dans cette situation. D'abord, par rapport aux raids, je pense que je n'ai pas besoin de revenir vraiment sur ce qu'est Pokémon Go, je pense que tout le monde ici en a déjà entendu parler, mais vis-à-vis des raids qui sont une fonctionnalité qui a été mise un peu plus tardivement en fait dans le jeu. Donc un raid, ça va être un combat contre un Pokémon qui est beaucoup plus puissant que la moyenne et donc contre lequel il va falloir se mettre à plusieurs pour mener un combat. Et c'est des combats qui vont être localisés dans les arènes, puisqu'il y a des arènes qui vont être disposées à certains endroits de la ville, mais qui vont aussi être très limités dans le temps, puisqu'un raid va être annoncé environ 1 heure en fait, avant le début du raid. C'est ce que en fait, la capture d'écran que vous voyez tout à droite avec un gros œuf montre en fait un espèce de compte à rebours. Il y a un compte à rebours et au bout d'un moment cet œuf va éclater et va faire apparaître, naître le Pokémon que les joueurs vont pouvoir combattre, mais de nouveau dans un laps de temps vraiment très réduit de 45 minutes. Je crois que c'est 45 minutes, ça varie à certains moments dans le jeu. Mais donc ça va nécessiter en fait des joueurs qui se coordonnent en fait pour se retrouver très rapidement. Ce qui amène à un deuxième préalable, c'est le rôle crucial des messageries, fils de messagerie et des réseaux sociaux dans l'expérience de jeu, puisque l'application de Pokémon Go ne va pas par elle-même permettre aux joueurs de communiquer au travers du jeu. Donc il va falloir avoir recours à des applications tierces, à des plateformes tierces pour s'organiser et in fine pour jouer. Troisième préalable, qu'est-ce qu'on entend par le fly ? En fait, le fly, c'est simplement l'idée de fausser son GPS pour se projeter dans un endroit où l'on n'est pas réellement. Et donc, dans le cas de Pokémon Go, se projeter à un autre endroit de la ville, notamment, en l'occurrence, pour participer à un raid, ou se projeter sur un autre continent pour, par exemple, attraper des Pokémon qu'on ne trouve pas dans notre région du monde. Donc, en fait, pour caractériser un peu la situation en question, c'est donc une discussion qui a lieu sur Facebook, à un moment donné où, sur le groupe justement qui va servir aux joueurs de se coordonner pour les raids au niveau de la ville de Bruxelles, c'est pas le seul groupe à ce moment-là, il y a aussi des fils de messagerie par quartier, mais c'est un groupe assez central.
dans lequel la politique de modération est qu'on n'interdit pas des joueurs Fly de participer aux raids qui sont annoncés sur le groupe, mais on ne va pas sur le groupe parler du raid ou en faire la promotion, se refiler des trucs sur comment est-ce qu'on fait, ça se fait ailleurs. Or, un joueur en fait va contravenir à ces règles, et donc on va avoir une situation où il va se faire en fait mettre dehors du groupe par un administrateur, il va très mal le prendre, il va publier un message sur son journal en public que quelqu'un d'autre va refaire la capture d'écran et réintégrer dans le groupe en disant mais non, c'est pas normal. Et en fait, la discussion va avoir lieu autour de 3 axes. D'une part, des insultes et des menaces qui vont être proférées à l'encontre de l'administrateur, la question de savoir si lui va aussi avoir de temps en temps recours au Fly ou non, parce que c'est quelque chose qui est mis en doute justement par ses accusateurs, enfin par ces personnes qui l'accusent. Et le 3e axe qui, moi, va m'intéresser, c'est qu'on va avoir une discussion sur la légitimité du Fly. Parce que la personne qui va faire suivre cette publication dans le groupe va dire « Oui, quand même, puis c'est pas juste parce que bon, on est quand même bien content quand on est 4 ou 5 pour faire un raid et qu'on n'est pas assez, on est content d'avoir 2-3 personnes en Fly qui viennent. » Donc des arguments en faveur du Fly. D'abord, j'avais prévu d'en lire à chaque fois des exemples, mais j'ai remarqué que ça prenait beaucoup trop de temps. Donc je vais juste les citer, et si après vous voulez avoir un exemple d'un de ces arguments, il y a tout à fait moyen dans les questions de revenir dessus. Donc d'abord, premier argument, l'utilité du Fly pour renforcer la présence physique des joueurs lors d'un raid. C'est un problème aussi sur lequel je reviendrai et qui est central en fait, c'est ce fait que très souvent on n'est pas assez pour vraiment jouer et donc on a besoin finalement des tricheurs, entre guillemets. Deuxième argument, l'idée qu'il y a une majorité de tricheurs qu'on est contraint d'accepter, ça rejoint un peu cette espèce de nécessité d'état de fait qui empêche de jouer finalement si on n'accepte pas d'autres modes de jeu. Troisième argument, une possibilité de jouer lorsque ce n'est pas possible en raison de contraintes personnelles. Là, en l'occurrence, la personne qui parle en fait, va faire référence à un handicap qui l'empêche de sortir, mais on peut penser en fait ça plus largement aussi, dans la mesure où, en fonction de son profil social, en fonction de son genre, en fonction de différents paramètres, on n'a pas le même accès finalement à l'espace urbain. J'ai pris deux petites références, en fait, d'abord de Cathy Salon-Tekinibas, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui en fait va reprendre des témoignages qui avaient été publiés sur Twitter au moment de la sortie du jeu et où des Noirs vont témoigner de leurs difficultés à jouer, en fait, de leurs difficultés pour déjà avoir accès au terrain de jeu, dans la mesure où leur présence dans l'espace urbain va être tout de suite conçue comme quelque chose de dangereux. Et donc vis-à-vis de la police, vis-à-vis des habitants, ça va être quelque chose de problématique. Autre référence que j'ai mis de Ashley Polly, et il y a d'autres auteurs de Geography of Pokémon Go, c'est un article qui en fait va faire l'analyse de la répartition des points d'intérêt du jeu dans différents endroits de villes américaines, et vont montrer qu'on va avoir en fait une densité jusqu'à 20 fois plus grande de points d'intérêt du jeu dans les quartiers blancs que dans les quartiers noirs, ce qui évidemment donne aussi une autre dimension au premier article en termes de possibilité finalement de cet accès au terrain de jeu. C'est le cas dans des villes du coup américaines qui sont fortement structurées socialement, fortement ségrégées socialement plutôt, mais en fait, je m'étais amusée à regarder ce que ça donnait, par exemple, au niveau de Paris, où il y a quand même des différences sociales assez fortes, même si là, c'est pas entre quartiers blancs et entre quartiers noirs, mais avec des banlieues proches dont le profil social des habitants va être d'un certain niveau et d'autres d'un niveau moins élevé en fonction des statistiques. Et donc, j'avais comparé, en fait, la répartition des points d'intérêt du jeu, c'est la carte que vous voyez en haut, à gauche, avec les arènes, qui représente en fait la répartition des arènes et des Pokéstops, et puis en bas une carte qui se trouve dans le livre d'Anne Clerval, Paris sans le peuple, sur la gentrification de l'espace parisien, et qui montre justement comment, au niveau de la ville de Paris et des alentours, le profil social des populations
place. Et donc on voit qu'il y a quand même une ressemblance entre les deux motifs, même si le rapport n'est pas forcément aussi élevé, allant de jusqu'à 20 fois plus dans certains endroits. Je reviens à mes arguments en faveur du fly. Donc, quatrième argument, le fait que l'hiver va induire une contrainte climatique qui rend le jeu plus difficile et du coup le fly plus souhaitable. Le fait, cinquième argument, que chacun ait le droit de jouer comme il veut, que ça ne regarde personne de s'en mêler. Ça va être un argument qui est très présent en fait dans ceux qui défendent le fait de pouvoir jouer en fly, mais ça n'interfère pas sur l'expérience de jeu des autres joueurs, le fait que certains décident de rester chez eux et de jouer. 6. Les règles de Niantic ne sont pas nécessairement celles du groupe, et le groupe n'a pas pour vocation de faire appliquer les lois de Niantic. 7. L'idée d'une normalisation de la triche, on a tous déjà triché. Le fly ne nuit pas, justement, j'aurais dû le mettre avant, juste derrière l'autre, l'expérience de jeu des autres joueurs. La mise en perspective du fly avec d'autres tricheries, ça aussi je vais m'y arrêter un petit moment. C'est l'idée que même les joueurs qui se prétendent, selon les joueurs fly, des joueurs légites, vont en fait avoir recours à tout un tas de dispositifs ou d'actions qui ne sont pas forcément, elles non plus, en accord avec les conditions d'utilisation de Niantic. Je vois quelques personnes qui rigolent. En fait, ce type de mème est relativement fréquent quand justement il est question de ce problème entre fly et jeu légite, qui va montrer en fait certaines façons de jouer qui ne sont pas correctes, le fait d'avoir plusieurs comptes, le fait d'utiliser des cartes pour localiser les raids, pour localiser les arènes, pour localiser les Pokémon. Voilà. Il y a aussi d'autres choses qui sont justement dénoncées en fait, par les joueurs, qui vont être aussi ce que Mia Consalvo pourrait appeler des exploits, le fait d'exploiter certains défauts du jeu, et par exemple le fait de jouer dans un véhicule. Niantic bloque en fait la progression des kilomètres si on va trop vite, mais un bus qui est pris dans les embouteillages peut tout à fait ajouter des kilomètres, tout comme même le fait en fait de rester à la même place, parce que l'avatar va voyager autour de la place où on est, et donc on va pouvoir quand même augmenter ses kilomètres, parfois même en restant à la même place et en ayant l'application ouverte. Dernier argument, le fait que le groupe Facebook est déjà trop ouvert. Ça, c'est une critique vis-à-vis de la façon dont se structure la communauté, le groupe Facebook. Je ne m'y attarderai pas. Et une évolution du jeu qui est devenue trop facile, c'est l'idée que Niantic a fait en fait des efforts pour faciliter le jeu pour les joueurs qui étaient à un moment donné conçus comme trop difficiles, et que finalement c'est devenu tellement facile que qu'on triche ou pas, en fait finalement c'est un peu égal. Je passe maintenant aux arguments à l'inverse contre le fly. La prise d'arène par les fly. En fait, les gens qui sont contre le fly vont fortement contester le fait que le fly n'intervient pas sur leur jeu et n'ait pas de conséquences. Avec vraiment l'idée des arènes, c'est le fait que dans un raid, c'est vrai que ça peut aider les fly, mais quand on se bouge avec ses amis pour aller vraiment mettre des Pokémon de son équipe sur une arène, et que 5 minutes après, les Pokémon sont déjà plus là parce que, soi-disant, quelqu'un est passé alors que personne n'est venu, et qu'en fait quelqu'un l'a fait depuis chez soi, c'est dérangeant. Non. C'est ce qui va faire aussi... c'est ce qui va faire aussi que justement ils vont dire non, le fly au contraire a des conséquences sur l'expérience de jeu des autres joueurs, vont produire une mauvaise expérience de jeu parce que en fait implicitement les joueurs vont dire que leur bonne expérience c'est justement de sortir, d'être dans le froid, ils vont définir ça, je vais justement y revenir à la fin, donc je ne vais pas plus en parler maintenant. Les fly, quatrième argument, les fly ont des habitudes déplaisantes pour les autres joueurs. Parfois, ce n'est pas le fait de directement intervenir sur l'expérience de jeu, mais c'est aussi une attitude, notamment sur les réseaux sociaux, où des joueurs fly vont venir balancer des listes de captures de Pokémon avec des statistiques qui sont absolument parfaites. Ce qui, pour des joueurs en fait, qui
pensent jouer ou qui disent jouer à la régulière n'a pas lieu d'être, puisque capturer autant de Pokémon avec d'aussi bonnes statistiques n'est pas envisageable réellement. Ensuite, évidemment, il y a la défense des règles établies par Niantic, avec l'idée que tout jeu bannit ses tricheurs et donc il n'y a pas de raison qu'on les tolère dans Pokémon Go. Il y a l'idée qui est très forte que le fly c'est différent des autres triches, quand justement les joueurs légites sont accusés d'utiliser eux aussi des cartes, d'utiliser des calculateurs d'IV, de jouer éventuellement avec plusieurs comptes. Ils vont dire mais non, nous, oui d'accord on fait ça, mais on sort. En fait le fly va être vu comme une triche qui est d'une certaine façon d'une catégorie différente des autres, une triche ultime, dira un des joueurs. 7e argument, autoriser formellement le fly encourage sa pratique. Ça c'est de nouveau plus centré sur la question du groupe Facebook. Et puis j'ai mis des arguments mitigés. En fait, et c'est un peu ça qui va transparaître aussi, c'est qu'on va avoir à la fois l'affirmation d'une expérience de jeu qui passe par le fait vraiment de sortir, de se confronter à la météo, de faire un effort, mais et qui dit que le fly qui capture son Pokémon ou qui fait son raid depuis son canapé n'a aucune bonne expérience de jeu, mais vont convenir aussi que le fait d'avoir de l'aide quand on est trop peu au moment d'un raid et que effectivement nous on est sortis, on s'est bougé dehors, mais on se retrouve trop peu, est-ce qu'on rentre à la maison ou est-ce qu'on accepte le fly qui va venir renforcer le groupe. Donc pour peut-être synthétiser tout ça, la définition de la pratique du fly, elle se fait d'une part en relation aux règles de Niantic, en relation avec ce que les joueurs et joueuses considèrent être l'expérience de jeu, en relation aux conséquences de la pratique sur le collectif, en relation avec d'autres tricheries qui sont régulièrement faites par les joueurs, en relation avec la finalité de l'acte qui est là encore justement cette question de finalité différenciée. Ce qui m'amène en fait à avoir mis comme sous-titre d'avoir qu'on a en quelque sorte le bon fly et le mauvais fly. C'est évidemment pas des termes émiques, mais c'est finalement une façon de définir le fly qui va être très présente, avec la différence entre ce fly qui vient aider les autres par opposition à celui qui vient se glisser dans un raid où les gens sont assez nombreux sans avoir fait l'effort de sortir, par opposition à celui qui va détruire les arènes que les joueurs ont montées en se promenant sur le terrain, par opposition à celui qui étale justement une liste de captures avec des statistiques mirifiques. Ce qui m'amène en fait à reprendre en fait, tous ces arguments et en fait à regarder qu'est-ce que les joueurs, quand ils donnent ce type d'arguments, bon, qui sont déjà des catégories de synthèse mais quand même assez précises, vous l'avez vu, qu'est-ce qu'ils essayent de faire en fait au final. Et on remarque que d'un côté les joueurs en fait, qui défendent la pratique du fly vont vraiment se centrer sur la valorisation d'une utilité à la pratique pour renforcer un raid principalement, et puis le fait de normaliser cette triche finalement par rapport à d'autres triches que d'autres joueurs utilisent aussi. À l'inverse, à côté, plutôt, les joueurs qui en fait vont critiquer la pratique vont principalement revendiquer une expérience de jeu. Et c'est ça qui m'avait amené, au moment où justement j'avais vu l'appel à communication, j'étais en train de me dire, tiens, mais il y a quelque chose là-dedans au niveau qui est dit de l'expérience de jeu, puisque finalement, ça va être des situations où l'expérience de jeu va être extrêmement verbalisée, ce qui ne se fait pas forcément quand on est avec les joueurs en train de faire un raid. Ils ne vont pas valoriser justement ce fait, mais on est sorti, on est allé dans la neige, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément systématique. Et donc finalement, ça revient sur le fait, je disais, est-ce qu'on peut vraiment décrire une bonne expérience de jeu, surtout après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, mais aussi parce que, de fait, il faut dire aussi que la discussion en tant que telle sur le groupe Facebook, elle a conduit les administrateurs à créer un sondage
en disant est-ce que finalement on va autoriser le fly sur ce groupe? Ça a été accepté. Donc on va avoir une expérience de jeu, mais qui est aussi mise en négociation finalement avec une pratique réelle qui va avoir lieu dehors, en fait, à l'extérieur, et qui va faire que... alors il y a des gens qui disent qu'ils veulent ne jouer que entre eux et sans fly, et qui vont tenir leur principe, mais que la plupart du temps, on va un peu... les joueurs vont finalement rogner sur leur principe au final pour jouer. Ce qui pose la question justement de cette contrainte qui est très forte, de dire oui, c'est finalement quelque chose qui a priori n'est pas autorisé dans les règles du jeu, mais en même temps c'est quelque chose qui se rend nécessaire, en tout cas par exemple en Belgique, parce que Fanny me disait qu'au Japon il y avait vraiment plein de gens autour des raids, voilà, je crois que je vais m'arrêter ici puisque ça semble être la fin. Voilà, je peux revenir sur ça.